Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anwar, un doctorant en première année au sein de laboratoire XLIM de Poitiers, en collaboration avec le CHU de Poitiers. Et je vais vous parler sur le sujet intitulé Intelligence artificielle pour l'aide au diagnostic et la prédiction des maladies neurodégénératives. Je vais commencer par le plan où on va parler de la biopsie et les motivations d'utiliser la biopsie virtuelle. Puis on va parler de la spectroscopie et son intérêt dans la biopsie virtuelle pour la détection très très précoce de troubles cognitifs légers. Et je vais finir par une conclusion. La biopsie consiste à prélever un fragment de tissu ou d'organe, comme par exemple la peau, le foie, les poumons, etc., afin de l'analyser au microscope. La biopsie peut avoir plusieurs objectifs. Par exemple, repérer et examiner les cellules pathologiques, savoir sa forme, sa taille, sa sensibilité, afin d'évaluer leur nature et leur degré d'agressivité. Bref, la biopsie sert non seulement à confirmer le diagnostic, mais aussi à établir une stratégie de traitement. Par contre, la plupart des patients subissent un ou plusieurs biopsies pour confirmer le diagnostic et planifier leur traitement. Et comme il s'agit d'une procédure clinique invasive qui n'est pas recommandée au stade de plainte cognitive isolée, comme par exemple le diagnostic dans la maladie d'Alzheimer à un stade très précoce, avec une ponction lombaire, d'où l'urgence d'éviter au max les biopsies. Car, par exemple, il pourrait y avoir des complications chirurgicales graves telles que les saignements, les infections, et cela peut prendre plusieurs jours voire plusieurs semaines avant le rapport pathologique final présenté au patient. Ces limites ont motivé les chercheurs à développer des moyens non invasifs en temps réel, comme par exemple la biopsie virtuelle qui sert indéniable, où la nature non invasive de la méthode élimine le besoin de perturber les cellules pathologiques, par exemple, et réduit ainsi le risque d'infection et de saignement. Cette procédure sert également moins chère et plus rapide en utilisant des techniques comme par exemple l'IRM ou bien l'échographie. Et il y a une nouvelle technique de diagnostic appelée tomographie par cohérence optique qui utilise une combinaison de lumière proche infrarouge et de vibrations sonores pour produire cette biopsie virtuelle rapidement et sans douleur. Plus précisément, la lumière de la diode laser crée une image tridimensionnelle de la lésion pour déterminer la taille et la forme, tandis que les ondes sonores déterminent la rigidité et la densité de la lésion. Cette dernière partie est très importante parce que les tumeurs et les cellules pathologiques sont généralement plus rigides que les tissus normaux voisins. Donc, elle permet de détecter ces tumeurs. Depuis des années, l'investigation des techniques de l'intelligence artificielle dans le domaine médical a permis d'identifier la maladie d'Alzheimer sur des données anatomiques et des biomarqueurs structurels avec une accuracy ou bien une précision très élevée. Mais la méthode pour la détection et suivre l'évolution vers cette maladie sont moins développées et les résultats de l'état de l'art sont malheureusement au niveau de performance, sont pas dans les niveaux de performance recherchés par les cliniciens. Donc, la nécessité de développer des nouvelles approches dans l'intelligence artificielle pour l'aide au diagnostic clinique est un sujet de recherche obligatoire. Pour cela, on a lancé un projet sous le nom de Vidalis, ou bien biopsie virtuelle pour l'aide à la détection précoce ou bien précoce et la prédiction de la maladie d'Alzheimer, qui est d'ailleurs mon sujet de thèse. Il permet la collaboration de chercheurs et de médecins aux compétences reconnues en imagerie par résonance magnétique, en biologie, en traitement de signal et d'image et en intelligence artificielle. En fait, dans ce projet, on est en collaboration avec le laboratoire LAMA de l'Université de Poitiers, associé à Siemens Healthineers et au CHU de Poitiers, dans le cadre du laboratoire commun I3M ou bien imagerie métabolite multinoyau multi-organes. Apportant leur expertise en traitement et analyse d'images par l'intelligence artificielle et en acquisition et l'analyse des données dans le cadre d'une imagerie métabolite multimodale. D'ailleurs, l'arrivée de l'IRM 7 Tesla au sein du CHU de Poitiers a permis d'obtenir des premiers résultats sur l'importance de l'utilisation du métabolisme cérébral pour la détection des sujets avec des troubles cognitifs légers. Et ces résultats ouvrent des perspectives de recherche intéressantes.
La puissance de l'aimant permettra d'extraire des informations nouvelles sur l'anatomie, le fonctionnement de l'organe, etc. En plus, ce qui permet l'IRM 7T ou bien 7T-là est d'avoir, en plus de l'IRM anatomique, il peut avoir l'IRM de diffusion qui permet d'étudier la connexion de nos neurones. Il y a aussi l'IRM fonctionnel qui détecte les neurones cérébrales activés, par exemple, dans une activité donnée. Et puis, il y a la spectroscopie par résonance magnétique ou bien le SRM. Il permet de fournir des informations d'ordre biochimique sur la composition des tissus explorés, c'est-à-dire sur le métabolisme des organes. Donc, on va étudier une cellule, comment elle fonctionne, comment elle consomme des lipides, des lactates, etc. Comme son nom l'indique, l'imagerie par résonance magnétique ou bien l'IRM est principalement concernée par la production des images anatomiques avec plusieurs milliers de voxels. Par contre, le SRM euh, a un objectif d'analyser la composition chimique des tissus dans un seul voxel. Donc, il peut détecter des petits métabolites existent en concentration millimolaire. Ces métabolites peuvent être différenciés car la résonance ou bien les fréquences légères différentes en fonction de leur environnement chimique locaux. L'applicabilité potentielle du deep learning avec les données MRS a été bien démontrée pour la gestion et la qualité ainsi que la quantification. Par exemple, dans les données MRS basées sur le deep learning devrait faciliter une gestion rapide et robuste des données, ce qui serait précieux étant donné que la quantité considérable de données et la qualité spectrale est relativement faible. Et cela nous permettra de faire une biopsie virtuelle pour la détection précoce de ces troubles-là. Puisque la maladie d'Alzheimer est actuellement la maladie neurodégénérative la plus fréquente au monde, or la région de Nouvelle-Aquitaine est d'autant plus concernée car elle est la région de la France la plus âgée. Donc, identifier cette maladie à un stade précoce est obligatoire. En fait, le SRM détecte des petits changements biochimiques et métaboliques dans le cerveau qui correspondent aux pathologies neurodégénératives qui affectent le tissu cérébral avant les manifestations de ces troubles cognitifs. Chez le patient risque à avoir cette maladie-là. Des choses que nous ne pouvons pas détecter avec l'IRM conventionnel. En plus de cela, des changements métaboliques dans certaines régions du cerveau, telles que par exemple le cortex cingulaire postérieur, pourraient être un bon biomarqueur pour une détection précoce de cette maladie. Cette région du PCC, bien cortex cingulaire postérieur, est reconnue dans la littérature pour son caractère accessible et fiable pour la réalisation de mesures spectroscopiques. Pour cela, on a utilisé des données SRM brutes, inclus 135 sujets ou bien 135 patients qui sont divisés en deux groupes. Le premier groupe contient 56 sujets à troubles cognitifs légers et le deuxième groupe contient 79 sujets sains. Et on a utilisé un modèle CNN d'une seule dimension, c'est-à-dire 1D au lieu de 2D, avec 5 couches de convolution pour faire une classification entre ces deux classes-là. Aussi, les informations obtenues par ce réseau-là est interprétable par les cliniciens, ce qui est bien pour aider les radiologues. Dans ce tableau-là, nous avons obtenu comme résultat de Area Under Curve d'un résultat de 94,74% en utilisant le modèle proposé qui est supérieur d'au moins 9% à l'Area Under Curve obtenu par deux méthodes structurelles, ce qui montre que le résultat obtenu avec le modèle en utilisant les spectres MRS superpasse le modèle structurel pour tous les métriques calculées. Nous avons, en plus de ça, eu les performances du modèle en évaluant aussi selon l'accuracy, la précision, recall, et le F1 score metric, où on a eu comme accuracy 93,3%
Et pour la précision, on a 84,66%. Pour le recal de notre méthode est d'environ 100%, montre que tous les sujets de troubles cognitifs légers dans les données de test ont pu être correctement identifiés comme troubles cognitifs légers. Pour conclure, la spectroscopie par résonance magnétique permet de détecter des détails invisibles en IRM classique pour un diagnostic précoce des troubles cognitifs légers. Elle permet aussi la réalisation d'une biopsie virtuelle pour la diagnostic précoce. Et grâce à l'évolution liée à l'avènement des très hauts champs magnétiques et l'intelligence artificielle, on pourra cartographier le cerveau humain à des échelles jamais attendues, ce qui aide les radiologues à bien diagnostiquer et de mieux soigner les patients. C'est tout pour moi. Merci pour votre attention. Merci Anouar. Alors, Merci je vois qu'il y a une main levée. Vas-y, Rodolphe. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation très claire. Donc, je suis Rodolphe Thibault Bordeaux. J'ai toujours pensé effectivement que l'intelligence artificielle pourrait sans doute aider là où il y a des troubles cognitifs. J'ai une première question. J'ai une toute petite remarque. Parce que du point de vue, quand vous donnez les métriques, là, je pense que ce serait intéressant, vu le tableau 4K que vous avez donné, de montrer les incertitudes qu'il peut y avoir autour de ces métriques. Parce que j'imagine que vu les effectifs, ça peut être quand même, il y a une certaine incertitude autour de ces 100% ou 91%. Mais c'était juste un tout petit commentaire. J'avais deux questions en fait. La première, c'est en fait ici, si j'ai bien suivi, vous contrastez en fait des sujets sains avec des sujets qui ont des troubles cognitifs, mais vous n'êtes pas certain de savoir si c'est des maladies d'Alzheimer ou une démence sénile ou autre. Oui, exactement. C'est-à-dire au début, c'est-à-dire dans une état très, très précoce. D'accord, parce qu'en fait, il y a plein de causes différentes, sans doute, pour avoir des troubles cognitifs. Et donc, ce n'est pas certain que ce soit une maladie d'Alzheimer, in fine, qui survient. Donc, je me disais que ça pouvait aussi peut-être brouiller un peu les pistes. Et c'est un peu lié avec ma deuxième question. C'est est-ce que, ensuite, vous avez les moyens, est-ce que vous avez vu un peu... donc, je ne connais pas du tout la technique, je ne suis pas du tout imageur, mais les métabolites là, qui sont isolés ou les spectres, est-ce que ça peut vous donner des indications un petit peu biologiques sur les facteurs qui vous permettent d'obtenir de si bonnes prédictions, de savoir si on a des troubles cognitifs versus sains? Par exemple, on a ce spectre-là qui est un spectre d'hydrogène de la spectroscopie par résonance magnétique. C'est un spectre d'un patient au hasard de la région de PCC, bien cortex cingulaire postérieur. Et par exemple, si on compare entre un patient sain et un patient qui est en début de la maladie d'Alzheimer, il y a quelques différences dans quelques métabolites. Par exemple, dans ce métabolite-là, chez un patient sain, il a une intensité très, très grande par rapport à un patient qui a des troubles, par exemple. Il y a d'autres métabolites qui sont différentes. Donc, avec ces différences dans les intensités, on peut, par exemple, distinguer entre un patient sain et un patient malade. D'accord, parce que du coup, ce que je trouverais hyper intéressant sans doute, j'espère que je sais pas si c'est pertinent ou pas, mais comme par exemple dans la maladie d'Alzheimer, on sait que il y a un certain nombre de marqueurs biologiques connus, comme la protéine Tau, des choses comme ça, de voir si finalement vous arrivez à retrouver ce type d'informations avec des analyses d'images, auquel cas, effectivement, ça éviterait d'une approche invasive. En fait, le SRM permet d'avoir des trucs qui sont invisibles dans l'IRM classique. Donc, il y a d'autres détails qui sont par exemple non visibles dans l'IRM où le SRM permet de les voir. Donc, si par exemple un patient qui est malade contre un patient qui est sain, dans l'imagerie médicale, dans l'IRM, par exemple, on peut voir la différence. Mais dans une état très précoce, dans l'IRM anatomique classique, on ne peut pas voir une différence par rapport à un patient sain. Le SM permet de voir cette différence-là.